Les conférences du Figaro étudiant. Il est porté par une université, à Paris c'est Sorbonne Université, et il travaille en partenariat avec d'autres établissements d'enseignement supérieur, Paris 1, Paris Cité. La particularité, c'est qu'il est sous une double tutelle, celle de l'État de l'Éducation nationale. Alors parmi nos étudiants, on a aussi des étudiants qui passent le concours de l'enseignement privé sous contrat en particulier, puisque les épreuves du concours sont les mêmes et donc les modalités de recrutement sont les mêmes. Donc on peut avoir des étudiants chez nous qui passent les concours de l'enseignement privé sous contrat et on a un équivalent par exemple qui est l'Institut catholique de Paris qui forme également un master MEF, donc le master des métiers de l'éducation, de l'enseignement et de la formation, avec des étudiants qui peuvent éventuellement passer le concours public ou privé par ailleurs. Donc voilà, on est en réseau, donc on travaille plutôt tous bien ensemble, les différents INSPE des différentes académies et les établissements éventuellement privés qui préparent aussi à ce métier, à ce concours. Voilà, pour ce qu'est l'INSPE. Vous parlez d'un concours, est-ce qu'on peut peut-être revenir sur ce qu'il faut faire avant pour obtenir ce concours? Quelle formation il faut suivre? Comment se déroule le concours ensuite? Alors le cursus, il est assez varié en réalité. Les gens qui deviennent professeurs des écoles, ils ont des parcours souvent hétérogènes. En général, le cursus classique, c'est après le bac de faire une licence. Ça peut être une licence disciplinaire, par exemple une licence d'une discipline enseignée à l'école, le français, les mathématiques, l'histoire, la géographie, les arts plastiques. Enfin, il y a beaucoup de disciplines en réalité qui sont enseignées à l'école puisque c'est par excellence un lieu de polyvalence disciplinaire. C'est vrai que les mathématiques, les sciences manquent un peu et donc ça fait des très bons candidats au concours ensuite puisque plus souvent les candidats ont fait des licences dans le domaine littéraire. Ça peut être également des licences de sciences de l'éducation dont certaines ont développé des filières plus dans l'axe professeur des écoles. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès la licence, en réalité, vous avez des parcours de pré-professionnalisation qui existent avec des options qui peuvent se prendre en L1 ou en L2, en L3, des mineurs parfois, par exemple à Sorbonne Université. Moi, j'ai contribué à mettre en place une mineure professeur des écoles dès la L2 et la L3. Ça veut dire que l'étudiant qui, par exemple, est en licence de biologie va peut-être faire 3 jours de licence de biologie et 2 jours de spécialisation au professorat des écoles, avec des stages, avec des éléments qui déjà augurent de l'orientation, même s'il n'y a pas d'engagement à ce stade. Si l'étudiant ne veut pas devenir professeur des écoles, il arrête tout simplement. Il faut savoir également qu'on a mis en place depuis 3 ans maintenant, c'est la 3e rentrée, des parcours préparatoires au professorat des écoles. Ce sont des parcours qui sont menés à cheval dans un lycée et dans une université. Par exemple, moi j'en ai monté un avec le lycée Edgar Quinet à Paris et avec Sorbonne Université, l'UFR d'études anglophones. Donc les étudiants s'inscrivent dans une licence d'anglais à coloration, si vous voulez, professeur des écoles. En fait, ils sont dans le lycée, comme un peu une classe préparatoire, si vous voulez. Ils sont au lycée pendant 75% de leur temps et 25% de leur temps, ce sont des enseignements universitaires. Alors nous, la particularité qu'on a, c'est que, y compris les enseignements universitaires se font dans le lycée, mais selon le PPPE concerné, ça n'est pas forcément le cas. Ensuite, en L2, c'est 50% d'enseignement universitaire, 50% d'enseignement au lycée, et 25-75, comment dirais-je, la proportion se retourne en L3. L'idée, c'est de construire dans le lycée des enseignements extrêmement polyvalents dans toutes les disciplines de l'école. En revanche, dans la partie université, de construire une spécialisation. Alors, c'est plus souvent il y en a partout en France, donc c'est plus souvent en mathématiques, en français, en sciences de l'éducation. Nous, à Paris, on a développé l'anglais, d'abord parce qu'il n'en existait pas ailleurs en France, et ensuite parce qu'on avait constaté qu'à l'entrée en Master MEF, donc à la fin de la L3, on avait beaucoup d'étudiants qui avaient fait une licence d'anglais et qui voulaient rentrer dans le Master MEF professeur des écoles. Donc on s'est dit, là, il y a un public qui fait la licence d'anglais, mais qui veut devenir professeur des écoles. Or, comme il y a un certain nombre maintenant d'écoles bilingues aussi qui se montent
y compris dans l'enseignement public à Paris, des écoles qui enseignent une partie en anglais. Voilà, on a développé cette spécialisation-là. Mais bien sûr, ce sont des professeurs des écoles à part entière. Ils enseignent toutes les disciplines et en français. L'autre PPPE qui existe à Paris, c'est un PPPE en arts plastiques au lycée Claude Bernard avec l'université Paris 1. Mais il en existe dans l'académie de Créteil, dans l'académie de Versailles, avec une coloration sciences de l'éducation, mathématiques, sciences, etc. Donc voilà, les parcours, je dirais, post-bac, c'est vraiment des licences qui confèrent un diplôme de licence. Si on sait très tôt qu'on veut être professeur des écoles, l'option PPPE est vraiment, le choix n'est pas tout à fait mûr. On peut aussi rejoindre une licence d'une discipline enseignée à l'école ou de sciences de l'éducation en essayant de prendre dans le menu de formation une option, une mineure, un parcours à coloration professorat des écoles. Tout ça, ce seront des éléments qui valoriseront la candidature à l'entrée en Master MEF, puisque l'INSPE n'intervient qu'au moment du Master, donc en Bac plus 4 et plus 5. Il faut peut-être dire aussi qu'il y a actuellement un projet de réforme qui pourrait concerner les étudiants qui sont devant nous, parce que peut-être, mais ça vient d'être annoncé, on n'a pas encore tous les contours, peut-être un concours interviendrait dès la fin de la licence, ce qui rendrait ces parcours de licence encore plus utiles et nécessaires sans doute pour réussir le concours, même si on peut aussi développer une préparation concours à côté de sa formation. Et dans ce cas-là, ça veut dire vraisemblablement que le master serait réservé à ceux qui auraient réussi le concours. C'est-à-dire qu'on continuerait ses études tout en étant déjà recruté par l'État ou par un établissement privé, enfin si on est dans l'enseignement privé sous contrat. Et de toute façon, dans l'enseignement privé sous contrat, on est quand même recruté et rémunéré par l'État. Donc, malgré tout, c'est bien cela. Et donc, ce master, à ce moment-là, serait fait en alternance avec peut-être, par exemple, un peu comme aujourd'hui en M2, un tiers de temps devant des élèves, un jour et demi par semaine devant des élèves, en reste progressivement dans le métier en M1 et en M2. Alors, comme on n'a pas tous les contours de cette réforme, c'est difficile à dire, mais aujourd'hui, dans le master, on a effectivement en M1 un temps d'observation et de pratique accompagné dans les classes de 6 semaines. On va chez des enseignants experts, je dirais, et on va donc observer et prendre la classe, mais sous la responsabilité du professeur de la classe. En M2, donc la deuxième année, on a la possibilité d'être recruté avec un contrat avec l'académie. Et c'est vrai, un jour et demi en classe devant des élèves, le reste du temps en formation. Et pour vous donner une idée, c'est un contrat en M2 d'environ 800-850 € par mois, ce qui évidemment ne permet pas de vivre à Paris, mais en même temps, pour un tiers de temps, c'est-à-dire pour 8 heures devant élèves, c'est plutôt une bonne rémunération, puisque un professeur des écoles à 24 heures, il va par semaine devant les élèves, il gagne pas ça en début de carrière. Voilà. Donc, c'est des dispositifs à connaître. Les PPPE au niveau de la licence, les parcours de préprofessionnalisation également au sein des parcours de licence dans les différentes universités. Quasiment toutes aujourd'hui en proposent. Et ensuite, en master, la possibilité d'être en alternance. Il y a peut-être un autre dispositif dont je peux parler également. C'est le dispositif des AED de préprofessionnalisation. Dès la fin de la L1, on peut candidater pour en L2, en L3, en M1. Là aussi, il y a des indemnités intéressantes pour les étudiants. Ça peut être une source de revenus utile pour améliorer le quotidien étudiant. Et ces contrats d'AED de préprofessionnalisation, donc dès la L2, en L2, en L3, on est avec un professeur dans une école chapeauté par lui, en observation, pure et simple. Mais on peut faire de l'aide aux devoirs, on peut faire des choses comme ça. Et en M1, en responsabilité, un jour par semaine devant des élèves. Voilà donc des parcours qui font que vraiment il faut... Vous évoquiez le concours. En quoi consiste-t-il concrètement? Est-ce que ça peut impressionner le terme concours? Est-ce que c'est très difficile? Est-ce que c'est très sélectif? En quoi consiste Alors le concours, donc je l'ai dit, c'est le concours de recrutement de professeurs des écoles, le CRPE, qui propose des voies externes, internes ou des troisièmes concours lorsqu'on a déjà une expérience et qu'on peut valoriser éventuellement une expérience professionnelle pour passer ce concours. Mais le plus souvent, donc, c'est le concours externe que vous allez passer. Actuellement, il est en fin de M2.
il a été pendant assez longtemps en fin de M1. Et puis, il y a eu un souhait, notamment du ministre Blanquer, d'élever le niveau de qualification un vivier qui a un peu baissé. Parce que, évidemment, ça veut dire conduire pendant 5 ans son cursus avant le concours. Donc, la possibilité qu'un concours soit en fin de L3 pourrait permettre à un plus grand nombre de l'envisager. Pourquoi je dis ça? Parce que les épreuves telles que je vais les décrire, ce sont les épreuves aujourd'hui en fin de M2. On peut imaginer que si le concours était en fin de L3, on n'aurait pas exactement la même nature des épreuves. Actuellement, donc, le concours comporte une phase écrite d'admissibilité, et une phase orale d'admission. C'est-à-dire qu'il faut être admissible pour pouvoir passer les oraux. Les épreuves d'admissibilité, donc les épreuves écrites, ce sont 3 épreuves de 3 heures, une en français, une en mathématiques, donc vraiment avec des compétences qui sont ceux du niveau brevet des collèges. Il faut bien maîtriser le programme de l'enseignement obligatoire. Donc, on ne demande pas plus qu'un programme de 3e, mais il faut bien le maîtriser. De toute façon, c'est un concours. Donc, l'idée, c'est d'être le meilleur ou le moins mauvais. Donc, voilà, on est toujours face à des concurrents. Donc, français, mathématiques, et puis une épreuve au choix, soit en histoire, géographie, EMC, donc enseignement moral et civique, soit en sciences et technologies, soit en arts plastiques et éducation musicale. Donc, on fait un choix. On a un dossier et il faut là faire la preuve à la fois de compétences envisagées dans ce programme-là, mais aussi de compétences didactiques, c'est-à-dire on vous donne par exemple le programme de la classe de CM1 et avec ces documents et ce que vous savez de ces notions, comment vous allez mettre en œuvre dans la classe une séquence d'histoire-géographie ou d'art plastique en maternelle, etc. Ça, ce sont les épreuves écrites. Vous voyez qu'elles sont assez académiques quand même. Ce sont des savoirs essentiellement. En revanche, les épreuves orales aujourd'hui, en fin de M2, sont extrêmement professionnalisantes. C'est-à-dire que c'est une leçon de français et de mathématiques. C'est une épreuve longue, d'1 heure, pendant laquelle on parle avec un jury. Et le jury est constitué d'inspecteurs qui, concrètement, se demandent si la personne qu'ils ont en face d'eux peut avoir une classe à la rentrée suivante. Donc, c'est un vrai entretien d'embauche. On a une leçon de français et de mathématiques à mener donc, pendant 1 heure avec un entretien avec le jury. Et puis, on a une épreuve qui est double avec une partie en EPS parce que dans le métier de professeur des écoles, il y a des enjeux de sécurité, d'éducation à la santé qui sont primordiaux et qui sont donc obligatoires pour tous. Et une partie qui correspond un peu plus à ce qu'on appelle l'entretien professionnel, c'est-à-dire à la fois quelle motivation, quel projet au cours de son cursus universitaire, si on s'est spécialisé dans le numérique, si on a un projet d'enseigner à l'étranger, si on a le souhait de travailler par exemple dans l'inclusion des élèves à besoins particuliers, etc. Et puis, c'est aussi un moment où le jury va examiner la capacité du candidat à réagir sur des situations concrètes de classe, notamment qui ont trait au respect de la laïcité, des principes de l'école, des droits et devoirs du fonctionnaire, par exemple, quand on parle bien de l'école publique. Donc voilà, donc c'est beaucoup un entretien d'embauche. Et il y a une 3e épreuve, mais qui est facultative, en langue vivante étrangère, si jamais le candidat a des compétences en anglais, en italien, en allemand, il ne peut pas en perdre. Donc, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant à savoir que l'on peut valoriser aussi. Voilà. Donc, c'est un concours. Donc, on n'est pas parfait partout, mais disons qu'il faut équilibrer les compétences entre les différentes épreuves. Une question peut-être un petit peu naïve sur le concours. Est-ce qu'il est en fonction des académies ? C'est très, très juste. Oui, pour le concours de professeur des écoles, c'est un concours académique. C'est pour ça que vous me demandiez s'il était difficile ou sélectif ou non. Il est peut-être plus sélectif dans certaines académies que dans d'autres, parce qu'il est fonction du nombre de candidats et du nombre de postes offerts. Classiquement, on dit que, par exemple, les académies de loi électif, parce qu'il y a beaucoup de demandes. Pourquoi ? Parce que une fois qu'on a passé le concours dans une académie donnée, on y reste.
Alors, on y reste jusqu'à un certain temps. On peut obtenir, par exemple, un rapprochement de conjoint au cours de sa carrière, etc. Mais c'est vrai que des académies qui ont besoin d'enseignants, et c'est notamment le cas en Île-de-France, à Paris, à Créteil ou à Versailles, ont plus de mal à donner un exéat pour pouvoir quitter la région et aller dans une autre région parce qu'elles ont besoin de vous. Et vous avez passé le concours dans cette académie-là. Donc, c'est un vrai calcul à faire. On peut tout à fait être étudiant à Versailles, ou voilà, bon. À Bordeaux, c'est relativement rare, mais mes étudiants passent le concours à Versailles, à Créteil, souvent. Ils décident d'être étudiants à Paris pendant leur cursus, mais après, ils se rendent peut-être aussi compte que avec le métier de professeur des écoles, il peut être parfois difficile, avec les revenus de professeur des écoles, de vivre à Paris. Et plus facile de l'envisager dans l'Académie de Versailles ou dans l'Académie de Créteil, par exemple. Voilà. Donc, il y a toute une réflexion à avoir également sur où on veut travailler, où on veut vivre, parce que ça peut durer quand même un certain temps avant de pouvoir quitter l'académie. Toujours sur le concours, est-ce que ce sont deux concours différents pour accéder à l'enseignement public et à l'enseignement privé ? Alors oui, ce sont deux concours différents dans le sens où c'est pas le même guichet d'inscription, si vous voulez. Enfin, c'est centralisé, mais il faut bien décider si on se présente privé sous contrat, parce que pour l'enseignement privé hors contrat, il n'y a pas de concours. Évidemment, si on a passé un concours, ça peut être un argument pour se faire recruter dans le privé hors contrat, mais on est sur un niveau de licence qui est attendu. En revanche, dans le privé sous contrat, comme dans le public, ce sont les mêmes épreuves et c'est le même jury. Simplement, le jury sait que le candidat est candidat au public ou au privé sous contrat. En revanche, l'exercice va être différent, c'est-à-dire que de neutralité par rapport à tout ce qui est conviction religieuse en particulier. La laïcité, c'est un maître mot dans l'enseignement public. Alors ça veut dire l'inclusion de tous les élèves et le respect de toutes les convictions religieuses, mais ça veut dire que le professeur des écoles, lui, il est parfaitement neutre. Il ne doit pas faire connaître aux élèves ses convictions religieuses ou politiques. En revanche, dans l'enseignement privé sous contrat, on peut avoir des cadres différents. À part cela, les épreuves et les attentes sont exactement les mêmes et simplement, il va falloir être recruté par un établissement privé sous contrat. Dans le public, une fois que vous êtes reçu au concours, vous recevez une affectation. Alors vous allez formuler des vœux, vous allez dire que vous voulez être plutôt dans le sud ou le nord de Paris. C'est fonction des besoins du service. C'est-à-dire que vous aurez la classe qui sera disponible. On essayera de privilégier vos vœux, mais s'il n'y a plus les vœux qui sont les vôtres, eh bien, ce sera autre chose. Dans le privé sous contrat, vous avez une plus grande latitude sans doute à choisir. Encore faut-il être recruté par l'établissement. Donc, quand vous passez le concours, en réalité, vous allez demander en amont une forme d'engagement d'une école à vous recruter. Généralement, c'est centralisé, c'est-à-dire que ces écoles privées sous contrat se concertent et délèguent à une institution la possibilité de dire, voilà, il y a un poste là et là. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de faire du porte-à-porte dans les écoles, qui va centraliser tous les besoins des écoles privées sous contrat et dire, voilà, il y a tant de postes nécessaires et donc on peut donner tant d'autorisation à passer le concours. Mais voilà, il faut savoir, c'est là la différence. J'espère que c'est clair. N'hésitez pas. Continuons, vous avez évoqué la rémunération. Alors ça peut sembler un peu abstrait peut-être quand on a 17 ou 18 ans, mais c'est quand même un argument intéressant pour s'orienter. Quelle est la rémunération d'un professeur en fonction des études ou à partir du moment où on a... Alors non, les études ne changent pas énormément. Il n'y a pas de vrai... Enfin, ça pourrait évoluer, mais il n'y a pas de vraie réflexion RH là-dessus, hélas. En revanche, bien sûr que le métier n'est pas uniforme. Alors, en entrée de carrière, c'est un des engagements du ministre. On a maintenant une entrée de carrière à plus de 2 000 euros, un tout petit peu plus de 2 000 euros net par mois, ce qui est une vraie évolution. Puisque ce n'était pas le cas encore il n'y a pas tellement longtemps. Donc là, voilà. En revanche, l'évolution salariale n'est pas énorme et on est autour plutôt de 3 000 euros net en fin de carrière. En revanche, on a bien sûr des systèmes de primes en fonction des missions qu'on peut avoir. On a également des possibilités, par exemple récentes, comme le pacte, qui a été de l'aide aux devoirs en plus, notamment aussi en collège.
On peut donc améliorer éventuellement l'ordinaire. Il faut surtout se dire que on peut évoluer, c'est-à-dire qu'on peut être professeur des écoles, évidemment, toute sa vie et il s'y trouvait très bien. Mais même comme professeur des écoles, il y a des postes fléchés, plutôt numériques. Je parlais des écoles bilingues tout à l'heure. Voilà, donc déjà, on peut avoir une forme de reconnaissance quand même de son parcours universitaire, de ses diplômes et de sa formation continue. On peut devenir conseiller pédagogique jeune, on peut devenir inspecteur, on peut devenir directeur des écoles. Et dans ces cas-là, les salaires sont aussi souvent un peu meilleurs. Et on a en tout cas voilà, une évolution de carrière à penser sur quand même un temps assez long. On peut rester une quarantaine d'années. C'est certain néanmoins que ce n'est pas le revenu qui est l'élément attractif du métier de professeur des écoles. Je ne vais pas vous mentir. En revanche, je constate quand même, et c'est vrai que ce que j'ai présenté tout à l'heure, c'était plutôt pour des étudiants qui sortent du lycée, mais on a beaucoup de gens qui, après une première carrière professionnelle, passent le concours, vont dans le métier à la recherche d'un sens. Et c'est vrai que c'est un métier où on ne s'ennuie pas. Alors, si il peut y avoir des collègues qui finissent par s'ennuyer, il faut qu'ils aient une vraie réflexion sur est-ce qu'ils veulent canner. Les programmes amènent à se reformer tout le temps. Les compétences aussi évoluent. Aujourd'hui, on accorde, par exemple, à tout ce qui est le champ des neurosciences, une importance qui n'existait pas il y a 10 ans dans le métier. On n'avait pas ces connaissances-là. Donc, les professeurs sont conduits à se former, accompagner, mais souvent par eux-mêmes aussi, à essayer de s'informer sur la manière dont ça pourrait améliorer leur pratique de classe. Donc, voilà, j'ai parlé des primes. Bon, il y a des primes aussi, par exemple, quand on enseigne dans l'éducation prioritaire, qui sont, on a cette gamme de revenus, mais je vous dis, des gens qui avaient parfois des revenus bien supérieurs dans un autre métier, décident de revenir à ce métier ou de venir à ce métier pour donner du sens à leur exercice professionnel. Et ça, c'est aussi précieux et c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Quel type de profil, selon vous, est le plus représenté parmi les professeurs des écoles ? Est-ce qu'il faut forcément être extrêmement patient ? Est-ce qu'il faut être un grand passionné d'un domaine en particulier ? Est-ce qu'il y a un profil, vraiment des critères absolument indispensables ? Alors, il faut être à l'aise avec les enfants, c'est certain. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les enfants, il va falloir faire autre chose ou alors travailler beaucoup sur vous-même. En revanche, par exemple, on a un certain nombre d'étudiants qui ont aussi été animateurs et qui s'y plaisent beaucoup dans ces fonctions-là. Et c'est souvent rassurant pour nous parce que ça veut dire quand on va les envoyer avec des élèves, on sait qu'il y a des chances que ça se passe bien, le contact va bien se passer. Mais parfois, c'est difficile pour eux de trouver le juste positionnement. Être animateur, ce n'est pas la même chose qu'être professeur et il faut garder une certaine distance. On ne peut pas, en maternelle, accepter que les enfants nous touchent constamment ou des choses comme ça, ce que les enfants ont tendance à faire quand même. Donc, il faut imposer lentement, progressivement, mais des relations maître-élève avec les enfants. En même temps, il faut avoir le juste positionnement. Ensuite, est-ce qu'il y a des disciplines ou des compétences plus intéressantes que d'autres ? Je dirais que donc forcément, vous pouvez. Ce serait intéressant d'avoir des compétences expertes dans ce domaine-là. Maintenant, on a beaucoup d'étudiants qui n'ont pas fait de mathématiques depuis le baccalauréat quand ils arrivent chez nous et n'aimaient pas tellement ça. Et nous, on essaye aussi de leur montrer qu'ils aiment ça, exactement le même schéma chez les élèves. Donc, il y a aussi cet enjeu, passer des connaissances en mathématiques d'une manière qui tranche peut-être avec l'enseignement secondaire où on aura nécessairement des attentes en mathématiques un petit peu plus peut-être réglées dans un temps très limité, etc. Après, je crois que toute compétence autre, je vous disais, la maîtrise d'une langue étrangère, c'est quelque chose qui aujourd'hui peut être très valorisé dans une équipe pédagogique. Ce sera peut-être pas le cas de tous les professeurs, mais justement les autres professeurs seront très contents de pouvoir s'appuyer sur le collègue qui parle bien une langue étrangère ou qui maîtrise bien le numérique ou qui a une connaissance importante des sciences et peut-être qu'on va décloisonner à un moment et que certains feront les sciences,
un autre collègue fera l'histoire et qu'on échangera les classes. On n'est pas juste seul avec ses élèves dans une classe. Souvent, il y a plusieurs collègues. Il y a en maternelle aussi des ASEM qui jouent un rôle très précieux pour le professeur, qui accompagnent le professeur dans l'assistance aux enfants. Il y a parfois des AESH qui accompagnent les enfants qui ont des besoins à inclusion particuliers. Il y a des équipes, un directeur qui est au départ un professeur aussi, et qui donc quelque part coordonne l'action de toute une équipe. Et il y a même, et c'est souhaitable, des coordinations entre l'école et le collège, par exemple. Donc il faut, ça se voit pas quand on est élève, mais en fait il y a tout ce travail que vous connaissez déjà, parce que vous avez le retour de vos collègues de l'année précédente, parce que vous avez le directeur, parce que vous allez avec les parents. Parce que c'est aussi très important d'associer les parents à ce travail-là. La confiance, elle se gagne mutuellement, je dirais. Donc, évidemment, on associe les parents à cet enseignement-là. Je pense peut-être aux jeunes qui nous regardent et qui s'apprêtent, enfin, qui réfléchissent déjà à leurs vœux sur Parcoursup. Vous avez évoqué peut-être des matières dans lesquelles les personnes qui souhaitent devenir professeurs des écoles se spécialisent le moins. Par exemple, les sciences. Est-ce qu'on a tout intérêt de licence? Est-ce qu'on a tout intérêt à s'orienter vers ce genre de licence, donc les licences plutôt mathématiques, sciences, en se disant, bon, bah ça peut m'aider ensuite pour le concours? Disons qu'il ne faut pas choisir une voie qui serait contre-productive et qui vous amènerait à rater votre licence parce que vous avez choisi ce que vous savez le moins faire. En revanche, c'est sûr que si vous pouvez valoriser au moment du concours des compétences dans des disciplines où il y a manifestement moins de candidats qui les maîtrisent bien, c'est sûr que ça peut être intéressant. Et donc, des compétences très marquées en sciences, dans la capacité à faire des expériences, etc., ça va séduire le jury au moment du concours. Maintenant, je crois qu'il ne faut pas se créer une contrainte trop forte. Faites la licence qui vous plaît, pour peu qu'elle ait un peu de lien avec le métier de professeur des écoles. Je vous l'ai dit, français, mathématiques, ça peut être en histoire, ça peut être en anglais, ça peut être en biologie. On a dans toutes ces disciplines, et ça peut être en sciences de l'éducation, mais bien orienté prof des écoles, on a dans tous ces parcours des étudiants qui viennent chez nous et que l'on retient et que l'on prend. Encore une fois, sur Parcoursup, donc ça peut être des licences assez variées. Regardez quand même dans les universités si une option de pré-professionnalisation sera proposée, peut-être dès la L1 ou peut-être après, mais en tout cas au cours de la licence. Une mineure prof des écoles. Et il y a aussi sur Parcoursup la possibilité de candidater sur les PPPE, parcours préparatoire au professorat des écoles. Et là aussi, j'invite vivement ceux qui auraient déjà en tête que vraiment c'est professeurs des écoles, et même s'ils ne signent pas un blanc-seing et ils pourront toujours changer de projet si jamais finalement ils se rendent compte qu'ils ne sont pas du tout faits pour ça. Mais vraiment, ce sont des parcours qui ont été pensés pour des lycéens qui savent qu'ils veulent devenir professeurs des écoles. Et donc, il y a tout intérêt à choisir ces parcours avec un rythme horaire quand même intense. C'est un peu comme une classe préparatoire, mais avec des stages. Il y a 3 semaines de stage en L1 dans des écoles, 3 semaines de stage en L2 dans des écoles, et normalement un projet de stage. On sait qu'on veut être prof des écoles. À mon avis, c'est le bon choix. Alors, à nouveau, je me mets dans la peau d'un lycéen qui envisage de faire ce métier, mais qui se dit, oui, si je me spécialise tout de suite, c'est une question très concrète, mais moi, ça m'aurait intéressé. Est-ce que, par exemple, je peux faire un Erasmus? Est-ce que je peux me permettre de partir 1 an à l'étranger, de mettre de côté ce concours? Au contraire, c'est tout à fait positif de faire un Erasmus. Alors, si c'est en licence, il risque d'être peu orienté vers le professorat des écoles, mais néanmoins, sans doute les compétences linguistiques, par exemple, se seront bien améliorées. Ça veut dire qu'on pourra le valoriser aussi au moment du concours. En master, on peut faire des Erasmus. Alors, nous, on fait des mobilités plus courtes parce qu'à cause du concours, le temps est finalement très compté. Mais en revanche, on envoie 2 semaines à l'étranger. On a des mobilités vers des pays d'Europe. On a même vers le Maroc, vers le Canada, vers le Liban. Alors, je ne sais pas si cette année, ça va être possible, mais en tout cas, on avait des mobilités vers ces pays-là. Et avec un réseau d'écoles francophones très important à l'étranger aussi. Donc, c'est important que aussi nos étudiants puissent se projeter éventuellement sur une carrière à l'étranger. Moi, j'ai chaque année des
des étudiants qui me demandent de certifier un certain nombre de choses que le gouvernement canadien demande pour aller, si la formation s'est bien effectuée en langue française, etc., etc. Donc, il faut l'attester. Donc, voilà. Donc, je pense que... Et puis, il y a d'ailleurs depuis 4 ans, je crois maintenant, 3 ou 4 ans, une certification d'aptitude à l'enseignement français à l'étranger, pour le premier comme pour le second degré d'ailleurs, qui est certifié également dans nos INSPE et qui est un argument de plus pour candidater dans l'enseignement français à l'étranger. Est-ce que c'est assez fréquent dans les chiffres de partir travailler à l'étranger? Parce que ça peut être un argument assez attractif. Est-ce que c'est fréquent? Est-ce que c'est non. facile surtout? Alors voilà, c'est sélectif parce que c'est assez prisé. Néanmoins, c'est aussi, ça dépend un peu du statut. C'est-à-dire que pendant un certain temps, on avait un statut d'expatrié qui était particulièrement favorable et qui pouvait être donc très prisé. Statut local, un certain nombre de postes peut-être moins intéressants financièrement, mais plus nombreux et qui permettent quand même cette expérience-là. En tout cas, dans le professorat des écoles, c'est peut-être moins vrai dans le second degré où là, ça dépend un peu de la discipline, mais dans le professorat des écoles, moi, je vois régulièrement quand même passer des offres pour l'enseignement français à l'étranger. Et il y avait un horizon qui avait été donné quand même par le président de la République en 2017 de doubler le nombre d'élèves accueillis dans l'enseignement français à l'étranger en 5 ou 10 ans. Je ne sais plus quel était exactement l'horizon. Mais donc, il y a national et que l'enseignement français soit présent à l'international. Il y a bientôt un salon de la francophonie en France, près de Paris. Et voilà, c'est un enjeu essentiel, évidemment, de faire rayonner aussi la langue française et l'enseignement français partout. Il a cette particularité d'être un programme commun, unique. Si votre enfant il est en Amérique latine, en CE2 et en Asie en CM1, dans l'enseignement français à l'étranger, il a le même programme. Il y a une continuité des contenus. Et ça, c'est précieux pour les gens qui vivent à l'étranger, qui se déplacent, etc. Est-ce que vous avez des questions ou toujours pas? Alors, on va peut-être terminer sur un dernier mot, peut-être pour les élèves, les futurs étudiants qui hésitent à se lancer. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour les... L'argument positif, c'est vraiment que c'est un métier... Alors, je dirais pas qu'il faut forcément avoir la vocation de départ, avoir toujours voulu faire ça, parce que parfois, on peut être déçu. Mais en même temps, je pense que si on a toujours voulu faire ça, faut y aller. Et puis voir concrètement. Mais en revanche, c'est sûr que c'est un métier de passion. C'est-à-dire que même si on n'a pas toujours voulu faire ça, il va falloir aimer ce qu'on fait. Ça, c'est sûr. En revanche, si on aime ce qu'on fait, je crois qu'il y a plein de retours. C'est-à-dire que les élèves, c'est le premier retour, c'est énorme. Hein, le retour, la joie de voir un élève comprendre ce qu'on a cherché parfois longuement à lui expliquer, mais à un moment, il va comprendre et à un moment, il va l'enregistrer. Et voilà. Et je dirais peut-être plus que dans le second degré, les élèves ne sont pas avares de reconnaissance vis-à-vis de leurs professeurs. Hein. C'est-à-dire que il y a une vraie confiance qui s'installe envers le professeur et ils manifestent leur reconnaissance. Voilà. Ensuite, je pense qu'il faut avoir en tête que c'est pas un métier fermé, contrairement à peut-être l'idée qu'on pourrait en avoir. On n'est pas forcément professeur des écoles toute sa vie. Il y a des évolutions de carrière possibles si c'est ce qu'on souhaite à un moment. Et de même qu'on peut avoir eu une carrière autre et venir vers ce métier. Donc, en même temps, on constate parfois des démissions dans le métier. Alors, peut-être plus dans le second degré que dans le premier degré, mais y compris, et on peut s'en inquiéter, c'est évident. Hein, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, des collègues en ont marre, etc. Mais on ne dit pas tous ceux qui reviennent. Hein, et peut-être que finalement, aujourd'hui, on est aussi plus dans l'idée qu'on ne va pas faire le même métier toute sa vie. Et pourquoi pas, hein. Moi, ça ne me pose pas de problème en soi, parce que tous ces gens qui arrivent d'autres métiers, ils ont aussi des compétences qui sont intéressantes pour l'école. Mais je pense voilà, que c'est un métier où vous ne vous ennuierez jamais, normalement. Bah écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Et puis, je vous souhaite à tous une très bonne journée, un bon après-midi sur le salon. Je vous remercie beaucoup. Les conférences du Figaro étudiant.